message bi dafa clair wel ñoom yëpp ñaan corona dem teer war ñu xaajal dañ booloo mën koo teer jubal la jot maa la ci dëkkandoo yi frère aar sa bopp aar ñi la jege tamit ku nekk def sa wàll ñu daan ko amul salit sa nga teg ci sa loxo waroo génne tuflit sa dem ci mouchoir sa pare yóbbu mbalit mbaa sa yaram tàngul baat bopp jënd tim ngay bopp xëy di liw ba di xonk rongoñ di rogalaat sa kët di xiixat jafe-jafe nooyi sa daal ci gàttal da lay musal ci coronavirus ñu la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp ñu la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna di la jagoo yaatu na lëmbe na àdduna di la jagoo yaatu na. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes capitales pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, que du yor. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, que du yor. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son domaine. Tolo nañu jamono joo xam ne joxe loxo sax wóorule. Tolo nañu jamono joo xam ne di dajaloo sax waarule. Fris du gaay sama gaay ma ne moytu leen. Fris du gaay loxo yi ñoom raxas leen. aar sa bopp aar ñi la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna di la jagoo yaatu na lëmbe na àdduna di la jagoo yaatu na. Cheikh Ibrahima Niang, je suis socio-anthropologue et spécialiste des sciences de l'environnement. Je fais de la recherche à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus particulièrement à l'Institut des sciences de l'environnement. Des chercheurs sénégalais ayant accumulé une longue expérience en matière de recherche en sciences sociales pour résoudre les problèmes de santé publique, VIH/SIDA, au Sénégal et dans d'autres pays africains en situation de crise humanitaire, RDC, Guinée, Sierra Leone, Mali ont voulu mettre leur expérience et expertise à la disposition du Sénégal pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Récemment, nous avons répondu à un besoin, celui d'accompagner les challenges, les défis en matière de réponse par rapport à Corona. Nous avons choisi la sciences sociales, sciences humaines, pour couvrir ces dimensions, parce que souvent, elles sont manquantes. Ce n'est pas seulement le fait de soigner les malades, c'est aussi d'empêcher que la maladie se développe dans la société. Et c'est aussi donner à la société la capacité d'affronter et la capacité de prendre en charge et d'évaluer ce qui se passe. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes réunis ce soir comme tous les lundis et les jeudis dans le cadre de nos rencontres liées à la crise du Covid-19. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Dr Ibrahima Niang qui va nous parler de quelle gestion communautaire pour cette pandémie. Cher Ibrahima Niang est titulaire d'un doctorat d'État, S-Lettres en sociologie et enseigne les sciences sociales à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a mené un grand nombre de travaux de recherche sur le VIH/SIDA, les violences basées sur le genre et la santé de la reproduction.
Il a également mené des travaux de terrain et des interventions de type socio-anthropologique dans le cadre de la réponse à l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, au Mali, en Guinée et récemment en RDC, Nord Kivu. Actuellement, il dirige des travaux de recherche-action pour appuyer la riposte à l'épidémie de la COVID-2019 au Sénégal. Docteur Niang, bonsoir. Bonsoir. Les chiffres de ce jour au Sénégal, sur 1402 tests, nous avons 137 qui sont revenus positifs, 72 cas communautaires, 1 cas importé et 4 décès. La situation globale depuis le début de cette pandémie est de 11 312 cas positifs, 33 685 actuellement sous traitement, 236 décès et 7 390 qui sont guéris de cette maladie. Cette pandémie fait peur, fait mal, a fait bouger énormément de lignes à travers le monde et a remis en cause énormément de systèmes. Et avec vous, nous allons échanger autour de 4 axes. Le premier étant une introduction pour déjà comprendre la définition d'une gestion communautaire. Ensuite, les valeurs et approches de la gestion de la COVID-19 au Sénégal. Quelles méthodes et quels cas illustratifs et les leçons apprises. Docteur, quelques mots en introduction. Je pense que vous avez déjà fait l'introduction en décrivant la situation du Sénégal, où le nombre de cas augmente et surtout le nombre de décès augmente et le nombre de cas graves augmente aussi, et où on sent un certain désarroi au niveau des communautés et où jusqu'à un certain moment il y a un relâchement dans l'adoption des mesures barrières et des mesures de prévention. Alors, ces éléments nous permettent d'aborder une question fondamentale. Jusqu'à quel point la société sénégalaise et les communautés se sont-elles appropriées les réponses? Je crois qu'à partir de cette question, on pourrait aboutir à des questions théoriques et conceptuelles plus profondes. C'est au fond, qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? La réponse de manière globale, ce n'est pas seulement le cas du Sénégal, a été restée longtemps dominée par des approches médicales qui placent l'hôpital au centre et qui partent de définitions des réponses sous un angle essentiellement et médical. Ça reste cantonné au fait biologique, c'est-à-dire au fait de laboratoire que constitue le virus. Le virus est un fait biologique. La maladie est traitée et prise en charge par le médecin. C'est une construction médicale. Mais l'épidémie, c'est autre chose. L'épidémie, c'est la diffusion d'une maladie dans une population donnée. Et quand on dit diffusion d'une épidémie, ça veut dire comment prévenir cette diffusion. L'épidémie, c'est d'abord, la réponse à l'épidémie, c'est d'abord une réponse en matière de prévention. Or, quand vous dites prévention, vous dites aussi que vous traitez les gens qui sont dans une société, dans des communautés. Vous vous adressez à des groupes, à des relations interpersonnelles, à des relations sociales. Donc, vous posez la problématique d'une complexité sociale, sociologique et anthropologique. Quand vous dites des humains, des groupes, vous pensez à des systèmes de pensée, à des croyances, à des représentations, à des dynamiques sociales. Ce sont ces éléments-là à partir desquels vous pourrez mobiliser la société pour que la société apporte une réponse. C'est elle qui est interpellée. Donc, dès l'instant où on dit que la société apporte une réponse, c'est elle qui est interpellée, alors les réponses doivent être communautaires. Si l'épidémie est un fait, le virus est un fait biologique, la réponse est nécessairement un fait communautaire. Ce sont les communautés, le brassage, l'interaction, les dynamiques qui existent au niveau de la société et qui sont prises en charge par les familles et les communautés. C'est à ce niveau-là qu'on peut construire une société, peut prendre le pas sur l'épidémie. Ça veut dire aussi que si les épidémies
se déclarent dans les communautés. C'est dans les communautés que se déclarent les épidémies. C'est dans les familles que se déclarent les épidémies. L'homme n'est pas un être solitaire, un singleton. L'homme est toujours en relation avec d'autres êtres humains. Alors, c'est dans les épidémies, c'est dans les communautés et dans ces interactions qu'on doit trouver des réponses à cette épidémie. Alors, généralement, quand on définit la gestion de l'épidémie, on pense généralement à des gestions étatiques. C'est l'État qui prend des décisions. Et on va demander aux individus, aux individualités, de respecter les décisions prises par les États. On a un schéma direct, avec des relations hiérarchiques entre d'une part un centre et de l'autre part les individus. L'illusion, ça ne fonctionne jamais comme ça. Ce sont des groupes, ce sont des communautés, c'est des interactions entre les groupes qui analysent, comprennent, construisent des discours autour de l'épidémie et donc qui gèrent l'épidémie à leur manière. La problématique, la question qui se pose alors est de savoir comment les États, comment les dispositifs institutionnels, comment les réponses technologiques peuvent être connectées, peuvent s'articuler autour des dynamiques communautaires. Alors, nous arrivons ici à une problématique essentielle. La manière dont les États gèrent l'épidémie, les intérêts qui tournent autour de cette gestion de l'épidémie par les États et la manière dont les communautés gèrent l'épidémie et les enjeux qu'il y a autour de ces gestions de la communauté, ça fait deux choses séparées. Alors nous avons un gap. Et dès l'instant où nous avons un gap, nous avons un fossé entre les deux, il faut alors combler ce fossé pour parvenir à des réponses globales, systématiques et durables dans lesquelles les épidémies, on aura attaqué les conditions de reproduction et de développement de l'épidémie. Parce qu'une épidémie, c'est d'abord des conditions dans lesquelles cette épidémie se reproduit, sociale, politique, sanitaire, etc., sur lesquelles il faut agir pour tarir ces conditions et faire de sorte que l'épidémie n'ait plus de moyens de se reproduire et de se développer dans les sociétés données. Alors, si on dit cela, ça veut dire que quelque part, nous devons avancer dans la convocation du contexte communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, que sont les communautés? Ce sont des idées d'abord. Ce sont des principes. C'est des identités. Ce sont des manières de concevoir, c'est des cultures qui font corps, qui entrent dans le corps des individus, qui deviennent des groupes, qui deviennent des dynamiques autour desquelles ces groupes se réunissent, travaillent. Alors, à partir de ce moment, tant qu'on n'attaque pas, tant on ne s'attaque pas, tant qu'on n'essaie pas de comprendre ces dynamiques discursives, ces manières de représenter, ces manières d'organiser, ces manières de se voir, tant qu'on ne convoque pas ces éléments, souvent nous passons à côté. Comment alors convoquer ces manières, la compréhension de la gestion de l'épidémie, des épidémies par les communautés? Ça veut dire quelque part les valeurs, la culture, les philosophies. Ça veut dire quelque part que nous ne pouvons pas, à partir d'un discours uniquement scientifique ou technique, penser qu'on a résolu le problème. Le discours technique aussi. Les données épidémiologiques de ce qui motive les comportements par rapport à... Si allô? 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 Oui, on vous entend, professeur. Ok, bien. Alors, je disais alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut convoquer la question des valeurs, la question de la philosophie, la question des visions du monde.
Alors, euh, ça veut dire quelque part que nous arrivons à dans le cas de Corona et dans le cas de ces dernières épidémies, nous arrivons à un cul-de-sac. Les réponses technologiques ne sont pas pertinentes, elles ne suffisent pas. Les systèmes de santé sont débordés et sont sous tension et s'écroulent. Et des dimensions essentielles manquent, notamment des dimensions qui constituent des cadres discursifs à partir desquels on peut mobiliser les communautés. Alors, parmi celles-là, je vais en citer un certain nombre. Vous savez, le masque, on va dire que le masque vous protège, mais on va dire que le masque protège surtout l'autre. Ça veut dire que quelque part, cet autre va dépendre de vous pour assurer sa propre protection. Ça veut dire quelque part que vous allez vous mettre au service de l'autre. Ça veut dire quelque part aussi que le sacerdoce, le fait de servir l'autre, doit être une dimension extrêmement importante ici. Si on dit sacerdoce, ça veut dire que quelque part, la politisation de l'épidémie devient un problème. Ça veut dire que quelque part, on va utiliser l'épidémie pour asseoir des positions politiques. On ne le fait pas pour résoudre, pour se mettre au service de l'autre. On va utiliser, on va manipuler un certain nombre de situations pour gagner autre chose. Ça veut dire que si on associe à la lutte contre l'épidémie des gains, ça veut dire que quelque part, on va utiliser l'épidémie pour se faire de l'argent. Donc, cette dimension sacerdotale sans laquelle nous ne pouvons pas avoir l'effectivité des réponses, cette dimension, tant qu'elle n'est pas enracinée, tant qu'elle n'est pas vécue, tant qu'elle n'est pas mise en avant, nous avons... Vous avez dit dimension sacerdotale. Quelque part, les réponses vont se trouver dans le volontariat. La société lutte. Elle n'attend rien, l'individu n'attend rien en échange, sinon que résoudre les problèmes qui se posent au niveau de sa société. Une valeur qui me semble importante ici, quand on pose cette question de stigma, vous voyez, la stigmatisation est un des facteurs qui tire le développement de l'épidémie. Les gens ont peur, ils ont peur d'être pointés du doigt, ils ont peur que les gens, qu'on les ostracise, ils ont peur qu'on les regarde mal, ils ont peur que ce regard plein de dévalorisant de l'autre, ils ont peur que ce regard les suive et suive des générations qui les suivent. Alors, pour inverser cette tendance, cette tendance de la stigmatisation, qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut revenir aux valeurs de l'empathie. Si je suis comme vous, si je vous sens comme vous me sentez, ça veut dire que quelque part, nous avons établi une relation de connexion profonde qui font que je n'aimerais pas être, que vous me faites faire, vous me faites subir ce que je vous fais subir quand vous êtes malade. Ça veut dire que quelque part, je suis capable d'être dans la même situation que vous, cela, et que donc, si je l'ai, puisque tout le monde peut l'avoir, alors ne me traitez pas comme je risque de vous traiter si je développe des comportements de stigmatisation. Importante. Cette valeur cardinale, vous allez la voir extrêmement développée dans nos cultures. Et vous allez la voir extrêmement développée autour de certaines catégories sociales, notamment chez les femmes. La femme est plus que l'homme socialisé à exprimer l'empathie. Qui lave les enfants, qui les porte au dos. C'est la petite sœur qui porte au dos son petit frère. Moi, je n'ai jamais vu de petits frères qui vont porter au dos le petit frère. Ça existe, mais c'est infime. Ça veut dire que quelque part, je ressens ce que vous ressentez. Je suis capable de sentir la souffrance que vous sentez, que vous n'êtes pas capable de vous porter vous-même sur le dos. Vous n'êtes pas capable de vous laver vous-même. Et je viens vous venir en aide parce que je ressens ce que vous ressentez. Alors, où se trouvent les femmes dans la gestion de cette épidémie?
où se trouvent les femmes dans le leadership de la construction des réponses à cette limite. Nous l'avons tout faux parce que quelque part, nous reproduisons des modèles sexistes dirigés par les hommes autour desquels est construite la médecine. La médecine est foncièrement patriarcale. Alors, nous allons nous étonner que ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que ça ne correspond pas à l'histoire plurimillénaire de résilience de la société africaine. On va dire, OK, résilience parce que les données démographiques sont ceci, cela, résilience parce qu'il y a... Non, résilience parce qu'il y a une construction. On a construit les résistances des sociétés africaines par rapport au virus, par rapport aux maladies. Et comment est-ce qu'on les a construits? On les a construits à partir des dynamiques sociales, à partir des inventions sociales, à partir des créations sociales, à partir des responsabilités sociales qui sont assignées à ceux qui ont en charge la production de la santé. Qui est en charge de la production de la santé? Mais c'est la femme. C'est la femme qui, dans la maison, est en charge de la production de la santé. À partir du moment où celle qui est en charge de la production de la santé n'est pas présente dans le leadership de la réponse. Elle n'est pas là dans la conception de la réponse. Elle est un modèle dans lequel elle joue le second rôle, où elle n'est pas présente du tout. Elle joue dans un cadre conceptuel et dans un cadre paradigmatique dans lequel elle n'a pas grand-chose à faire. À partir de ce moment, on s'étonne, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait ce gap entre les réponses et les réponses et la société. Enfin, quand vous dites empathie, quand vous dites empathie, quand vous dites lutte contre la stigmatisation, reconnaissance de l'autre, compassion, mais vous dites aussi une valeur importante, c'est l'égalité. Exactement. L'égalité ici. À partir du moment où je vous protège, vous me protégez, nous destruisons des rapports égalitaires. Et ces rapports égalitaires sont extrêmement enracinés dans nos cultures. C'est cette histoire de Naoulé. Nous sommes de même statut. Parce que nous sommes de même statut, je ne ferai pas moins que vous. Sinon, je ne suis pas aussi gore que toi. Où on établit ces relations d'égalité, ces relations de Naoulé, ça veut dire quelque part que ce discours qui a tendance à infantiliser les communautés est un discours qui ne passe pas, qui ne peut pas de l'appropriation. Comment est-ce qu'on établit ce discours? Oh, les Sénégalais sont têtus. Oh, les Africains sont ceci. Oh, ils ne veulent pas de ça. Oh, on les juge comme des enfants. Le déni. Alors que le refus de prendre en charge les mesures barrières, c'est un autre discours qui est sous-jacent. On est en train de dire autre chose que le système ne peut pas entendre ou ne veut pas entendre. Alors, non, vous voyez déjà gérer, mais ça va avoir des implications extraordinaires. Ce remodelage, c'est dans ces clashs conceptuels et culturels et théoriques, c'est dans ce fait de repenser l'ensemble de ces questions-là. Exactement. Nous pouvons faire face à coronavirus, les grands problèmes auxquels les gens vont être confrontés. Ils ne veulent pas porter les masques, ils vont vous dire que c'est politique. Pourquoi ils ne veulent pas respecter les gens? Ils ne veulent pas écouter le discours parce qu'ils disent qu'il est piégé, ce discours-là est piégé. Il est biaisé parce qu'il y a trop d'intérêts et d'enjeux financiers. Comment est-ce que les communautés vont contrôler cela va devenir une question fondamentale. La communauté contrôle l'argent qui entre, qui sort. Comment est-ce qu'elle contrôle ce qu'on va utiliser pour elle? Comment est-ce qu'elle décide comment utiliser quoi pour elle? Voilà des questions centrales sur lesquelles une réflexion profonde doit être terminée par les Africains de manière générale et par les universels d'ailleurs. Vous allez trouver la même question qui va se poser aux États-Unis ailleurs. C'est universel. Ces questions de genre qui se posent là sont universelles. C'est peut-être d'autres philosophies de la science, de la santé, d'autres philosophies de la construction de la santé qui vont émerger et surtout à partir des expériences africaines. Parce que nous n'avons pas encore beaucoup travaillé sur comment est-ce que les Africains ont géré l'épidémie jusqu'à l'heure. C'est important, professeur. Je démarrer par une question. Quelle est votre analyse personnelle
des mesures qui ont été prises par l'État du Sénégal dès l'entame de cette crise. On est passé de l'état d'urgence au couvre-feu, aujourd'hui à l'allègement de ces mesures, en nous demandant de prendre nos responsabilités. Comment jugez-vous la gestion de notre État de cette pandémie? C'est difficile de faire le bilan de tout cela, parce qu'on est à, je ne sais pas à quel niveau on se situe au niveau de cette épidémie, je ne sais pas. Il faut le temps de réfléchir à tout cela et de relativiser beaucoup de choses. Mais toujours est-il que, comme vous vous rendez compte, les mesures ne sont pas suffisantes. Elles peuvent être efficaces par rapport à tel et tel domaine, ou elles peuvent être efficaces aujourd'hui, demain, après-demain, mais c'est fini. Les gens retournent à ce qu'ils faisaient avant. Donc la question de la durabilité se pose. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ces mesures sont considérées et sont vues et sont perçues comme étant quelque chose qu'on impose aux communautés. Exactement. Alors, si on vous impose une mesure, le jour où vous avez l'occasion de la rejeter, vous allez la rejeter. Les couvre-feux, vous allez dans certains quartiers, dans certaines zones, vous trouvez qu'à partir de certains jours, personne ne respectait plus les couvre-feux. Actuellement, bon, on va respecter les masques. Peut-être parce qu'il y a la peur du gendarme, mais on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Sénégalais. Et tout le temps. Donc, nous avons cette question de l'appropriation. Alors maintenant, comment est-ce qu'on approprie? Mais si cette chose m'appartient, la question de l'appropriation ne devient plus essentielle, c'est à moi. C'est moi qui l'ai construit. Donc, c'est pour moi. Je me suis déjà approprié de ce qui est pour moi. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas approprié? On ne s'est pas approprié comment on a construit la réponse et comment est-ce qu'on gère la réponse. La question de la co-construction devient centrale ici. Exactement. Pour que les communautés, les systèmes doivent apprendre à écouter les communautés et apprendre à construire à partir des constructions des communautés et apprendre à co-construire avec les communautés les réponses qui appartiennent à la communauté elle-même. Exactement. Nous avons un renversement. Nous avons un changement de paradigme à partir duquel il est peut-être possible que l'Afrique donne des leçons au reste du monde. Docteur, vous avez cité quelques valeurs. Je retiens l'empathie, je retiens l'égalité. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'équité ne ferait pas partie de ces valeurs qui devraient sous-attendre aujourd'hui la gestion de cette crise? Parce que je peux comprendre le sentiment de certains Sénégalais, la frustration, quand on voit certains de nos compatriotes qui ont dû malheureusement faire des cérémonies mortuaires ou en soi des enterrements contraires à nos rites habituels du fait de la pandémie, du fait de la raison pour laquelle leurs parents sont décédés. Ils n'ont pas pu. Allô? Allô? Faire les rites mortuaires comme ils sont. En tout cas, comme on a d'autres Sénégalais qui... Est-ce que l'équité aussi ne devrait pas être sous-entendre à l'école de cette crise? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. On ne peut pas avoir de société à deux vitesses. On ne peut pas avoir ceux-là vont souffrir et vous doivez accepter de souffrir et les autres, vous pouvez avoir des distances. Même si vous regardez, mais au tout début de l'indépendance, c'est pas seulement ici, c'est pratiquement partout. Au tout début, beaucoup de gens étaient protégés par le statut social. Oui, on va négocier avec vous comment est-ce qu'on viendra vous prendre, vous amener à l'hôtel, à l'hôpital, sans que personne ne chasse. Exactement. Alors que si vous appartenez à un quartier populaire, ou quand la voiture va s'arrêter, le bus pour prendre les gens, ou bien la gendarmerie va déferler, tout le monde va savoir que c'est cette maison-là qu'il y a eu Corona, et on va l'appeler maison Corona. C'est ces inégalités sociales. L'épidémie est une surface d'explosion, de mise en lumière des inégalités sociales. Et c'est aussi cela, quand vous regardez souvent, et que le cas des États-Unis le montre bien, et j'ai peur que ce cas arrive ici aussi, c'est qu'à un moment donné, l'épidémie commence par les couches aisées, mais après, c'est vite parti, hein, ça reste dans les couches pauvres, ça reste dans les périphéries, ça reste dans les populations africaines-américaines et dans les populations autres, dans les zones les plus pauvres. Précisément parce que l'épidémie se développe sur un terreau d'inégalité, alors doit être en même temps cette lutte pour les inégalités, pour cette lutte pour l'équité, et donc l'équité de genre. Une fois que ces dimensions, vous voyez, j'ai très peu parlé de médecine, j'ai très peu parlé de virus ou de biologie, etc. Je parle des aspects humains.
des aspects sociologiques, des aspects culturels, des aspects de relations sociales. Ce sont ce contexte, ce cadre-là qui constitue le cadre à partir duquel se développe l'épidémie et à partir duquel on construit la réponse pertinente, les réponses pertinentes. Donc, les réponses sont historiques. C'est un peuple, c'est des communautés qui expriment des peuples en lutte, qui prolongent les luttes de libération, qui prolongent les luttes économiques, qui prolongent les luttes pour des sociétés beaucoup plus justes. Et donc, qu'est-ce qui, selon vous, sous-tend le déni des Sénégalais? Pourquoi, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire cette maladie? Et la réponse la plus usitée est de dire « Je n'ai jamais vu de malade » ou « Je ne connais pas de malade. Montrez-moi un malade du corona. » Oui, ça c'est une réponse défensive. Les gens croient à des choses auxquelles qu'ils n'ont jamais vues. Moi, les Sénégalais croient en Dieu, mais est-ce qu'ils ont déjà vu Dieu? Que Dieu nous pardonne? Non. Donc, c'est une défense. C'est une défense. Je n'ai jamais vu. OK? Je dis, mais vous ne voyez pas de cas. Je souhaite que vous n'en voyez pas. Et que vous n'en voyez pas dans votre famille. Alors, donc, ce n'est pas à ce niveau-là. Ils ont suffisamment de réponses, ils ont suffisamment de contexte, de concepts pour ne pas croire que c'est parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils ne croient pas. Non, je pense qu'ils le disent simplement pour se défendre. Alors, ils se défendent contre quoi? Vous savez, j'ai été dans la banlieue avec des équipes d'étudiants, de chercheurs en sociologie qui se sont portés volontaires pour faire des recherches et faire des expériences, des recherches pilotes avec les communautés. Alors, je me souviens d'un cas que j'ai vécu où on vient rencontrer une personne, un monsieur, qui ne portait pas le masque du tout. Et quand on lui a demandé, il dit non, laissez-moi tranquille, tout ça c'est politique, et il commence à insulter l'État, le système, etc. Il passe. Et donc on l'écoute. On l'écoute pendant à peu près une demi-heure. Et ensuite, on commence à parler avec lui. De mettre en contradiction avec lui-même. Exactement. Et après, finalement, il va prendre le masque et il le porte. C'est la première fois que je vois des gens qui m'écoutent. En fait, lui, son problème, c'est ce fort sentiment d'exclusion. Oui. Que derrière le déni, il y a le sentiment d'exclusion. Il y a le sentiment qu'on les traite de manière très paternaliste. Il y a le sentiment qu'on n'a pas écouté leur voix. Alors, tant que nous n'allons pas changer de manière de voir, de dire que s'il y a déni, c'est parce que les gens sont têtus, alors là, on ne bougera pas. Exactement. Parce qu'on étudie les conditions du déni. C'est ça. Oui, docteur, on continue avec les questions des internautes. Les sciences sociales n'ont pas toujours été prises sérieusement dans les politiques étatiques au Sénégal. Elles sont même jugées souvent sans grande utilité. Pensez-vous qu'elles ne servent juste comme une cinquième roue du carrosse dans la gestion du Covid-19? Oui, malheureusement, vous avez raison. Malheureusement, vous avez raison. Quand je suis venu j'ai eu une expérience d'intervention des sciences sociales dans la lutte contre Ebola, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans un certain nombre de pays. Et après, j'ai travaillé sur la préparation de l'Afrique aux crises émergentes, aux épidémies émergentes. J'ai travaillé pour mettre en place des dispositifs de réponse pour faire face à des situations comme ça. Et quand il y a eu ces premiers cas d'Ebola en Chine, je suis allé moi-même taper sur la porte du ministère. J'ai passé mon temps à taper et à dire, je suis là. Non seulement je suis là, mais je ne vous demande rien. C'est ça, là, je vais me l'appliquer à lui-même. Bénévole. Je vais appliquer mon expertise scientifique et mon expérience de terrain pour aider à développer la prévention, parce que c'est là qu'il faut se battre. Tu rencontres un mur. Parce que le système est formaté de telle sorte qu'il n'est pas perméable à des changements de paradigme qui viennent des sciences sociales. Exactement. Nous allons être la cinquième roue. Nous allons être les sapeurs-pompiers qu'on va appeler tout le temps.
Et j'espère que dans ce cas-là, mais chaque fois, on va avancer un tout petit peu. Et je crois qu'on arrivera à un moment donné où ça va être le paradigme dominant. Et Professeur, je vois quelques camarades de fac, sociologues aussi, donc les questions vont dans ce sens. Ibrahim Khalilnian, docteur Ibrahim Khalilnian, qui demande est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas considéré, en tout cas les socio-anthropologues, comme attendez que j'ai, comme ceux qui détiennent la recette miracle. Oui, mais on ne détient aucune. C'est ça? Ils ne détiennent aucune. Parce qu'il y a. Fétichisme, il a dit pour être exact. Pardon? Il a dit fétichisme pour être exact. Oui. On ne détient pas de remède miracle, effectivement. Et il n'y a pas de remède miracle. Tout se construit. Bon, mais les socio-anthropologues sont en train de définir des manières de penser, des manières de voir, peut-être de nouvelles voies, de nouvelles stratégies qui sont co-construites avec les populations et qui tardent à se faire jour. Donc, je ne sais pas, on n'a pas de remède miracle, mais on sait que le chemin qu'ils sont en train de prendre là, que l'establishment médical est en train de prendre, n'est pas le chemin qu'il faut. Au moins ça, on est sûr. Dès l'instant où vous savez que le chemin, ce n'est pas le chemin qui conduit, et qu'il faut, il faut autre chose, en plus, il faut détourner, il faut changer, ou bien il faut simplement ajouter de nouvelles choses. Dès l'instant que vous avez ça, vous avez peut-être la moitié de la solution. Alors, les sciences sociales, c'est des éclairages nouveaux. Exactement. Des éclairages à partir desquels on construit ensemble les réponses. Les sciences sociales, les intervenants en sciences sociales, ils cessent d'être dans les sciences sociales dès l'instant. Quelques soucis de connexion avec le professeur, mais il revient pas. Parce qu'ils ont des solutions je n'ai pas de solution. Je pense. Allô? Allez-y, professeur, c'est bon, c'est revenu. Allô? C'est revenu, c'est bon, professeur. Voilà. Bon, je voulais simplement dire que les sciences sociales ne peuvent pas être de recettes parce que nous n'avons pas de solution. Si nous prétendons avoir une solution, c'est que nous ne restons pas dans un raisonnement de sciences sociales. Dans ce paradigme, la base de ce paradigme, c'est que la solution, vous ne l'avez pas. Vous co-construisez la solution avec les autres. Exactement. Vous avez simplement une approche qui peut aider. Celle qui consiste à respecter les cultures, à respecter les sociétés, à respecter les droits des gens. Et quand je dis droit, ce concept de mort dont j'ai parlé tout à l'heure et de naoulé dont j'ai parlé tout à l'heure, il est aussi un concept de liberté. Exactement. Vous n'allez pas imposer de force des solutions aux gens. Vous devez discuter avec eux. Qu'ils sentent qu'ils ont pris eux-mêmes part à la construction de la solution. Que c'est leur solution eux-mêmes. Et ce respect de la dignité, je pense que c'est quelque chose sur lequel les sciences sociales vont donner des indications. Ils vont simplement dire attention. Ne pensez pas que vos solutions techniques là, c'est universel, il faut juste les appliquer. Et qu'il y a autre chose de plus profond, d'autres choses qui touchent à l'humain et qui peut enclencher des réponses globales. Je crois que c'est celle-là. Exactement. Vous avez une question de Dr Sornaboy. Depuis une contribution aussi, depuis le début de la pandémie, vous ne cessez d'apporter des contributions pertinentes concernant sa gestion, notamment la nécessité d'impliquer les communautés. Pensez-vous que cette dimension a été suffisamment prise en charge dans la riposte? Avez-vous le sentiment d'être écouté? Ah, je l'ai eu à un moment donné, mais maintenant, je n'en suis pas plus tellement sûr. Ok. Parce que maintenant, tout le monde parle d'engagement communautaire. Tout le monde en parle. Oui. Tout le monde parle. Et si vous regardez, ce sont des actions. C'est des actions qui sont pensées ailleurs et on vient dire à la communauté, venez appliquer. Avec des campagnes de sensibilisation, des caravanes, etc. Ce sont des choses comme ça que vous voyez. Alors, allô? Oui, voilà. On vous entend, professeur. Donc, maintenant, c'est comme si engagement communautaire était un thème à la mode.
Alors que quand vous regardez dans le fond des choses, mais c'est quelque chose qui vous éloigne, qui nous éloigne de l'engagement. L'engagement communautaire, ça veut dire que laisser les communautés qui prennent en main les choses, qui s'engagent, qui construisent. Et le reste du système vient les appuyer. Exactement. Être sous leur contrôle, sous le leadership. À partir du moment où on n'a pas ces questions, bon, je n'ai pas l'impression que même si on nous a écoutés, on ne nous a pas tellement compris. Vraiment, nous sommes en train de descendre dans les communautés, de demander aux communautés de désigner eux-mêmes leurs volontaires, de travailler avec ces volontaires qui sont désignés par la communauté, de trouver des systèmes de contrôle communautaire de ces volontaires. Nous sommes en train de travailler. C'est un travail de fourmi qui est lent, qui est difficile et qui pour le moment n'a pas de moyens. Nous faisons c'est sur des bases de volontariat. Il faut se poser des problèmes logistiques et autres. Mais, ok, peut-être qu'un jour, l'État, les dynamiques se mettent en place pour que on traduise cette acceptation formelle de l'engagement communautaire en processus réel, co-construite avec les communautés et toutes les sources de pouvoir. Exactement. Une question de M. Abdoulaye Biaye. Professeur, est-ce que ce n'est pas le moment de revoir le rôle prépondérant d'un pseudo-clergé tradit religieux dans la construction du déni des communautés sénégalaises? Vous pouvez reprendre un peu, je n'ai pas compris. Est-ce que ce n'est pas le moment de revoir le rôle prépondérant du clergé tradit religieux dans la construction du déni des communautés sénégalaises? Oui, oui, bien sûr. Je crois que on commence à comprendre que les communautés, derrière ce discours d'allégeance pouvoir, se cachent souvent des processus de négociation. C'est des procès de négociation qui se cachent. Donc, autant les pouvoirs religieux sont écoutés par les communautés, autant elles-mêmes elles écoutent les communautés. Exactement. Donc, elles ne peuvent pas se mettre souvent en branle, en opposition frontale, quelquefois avec les communautés. Elles sont obligées d'en tenir compte, de faire des concessions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part l'utilisation d'un leadership religieux contre les communautés est contre-productive. Exactement. Elle est contre-productive. Ce n'est pas parce que tel leader a dit une chose que... Non, d'abord, cette personne ne va pas dire qu'elle n'est pas assurée que son discours va passer. Et ce discours va être une sorte de synthèse des points de vue épars qui existent dans la communauté. Alors, tant que vous n'entrez pas dans ces micro-processus de construction de l'unanimité qui est projeté par le leader, alors là, vous passez à côté. Vous passez le leader et après, les gens vont le suivre. Non. Vous travaillez avec les communautés et les communautés travaillent. Les communautés utilisent les leaders comme étant leur porte-voix quand elles se rendent compte que personne ne les écoute. Une autre question, professeur. Pouvez-vous nous parler de votre expérience des 12 000 sensibilisateurs? Quelles difficultés que vous avez rencontrées dans les relations avec le ministère de la Santé? C'est quelqu'un qui vous suit, hein? Bien. Nous n'avons pas 12 000 sensibilisateurs. Nous avons 12 000 volontaires qui viennent écouter. Écouter, co-construire, travailler, évaluer, etc. avec les communautés. Bien. Nous avons mis beaucoup de temps pour que ce programme soit, cette stratégie soit acceptée par le ministère de la Santé. Ça a pris énormément de temps. Et nous avons fait recherche de sciences sociales pour alimenter cette stratégie. Alors, quand ce document a été finalement accepté par le ministère de la Santé et qu'il est allé jusqu'à la présidence de la République et que le président de la République a appuyé l'engagement communautaire et l'intervention des sciences sociales dans cette construction des réponses. Vous savez, entre une décision politique et son exécution sur le terrain, il y a à boire et à boire. Alors, ce qui fait que jusqu'à présent,
Nous continuons à bricoler pour voir comment est-ce qu'on va continuer cette réponse. Nous continuons à tirer le diable par la queue pour que nos volontaires qui sont épuisés continuent à travailler. Et nous continuons à nous battre contre les fake news qui pensent que nous avons nous avons reçu énormément de l'argent de l'État alors que nous n'avons pas un sou. Exactement. Nous disons c'est de bonne guerre. C'est à travers cette histoire. C'est l'histoire qui est en train de se faire. Et c'est l'histoire sociale qui est en train de se faire. Or, aucune histoire sociale, aucun droit ne s'est donné. Il s'est arraché. Exactement. Avancer à arracher le droit des communautés à construire elles-mêmes leurs réponses. Et à ce niveau-là, autant nous avons dit avec certains, parce que nous n'avons pas d'argent, c'est dérisoire, autant il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui disent, je meurs le combat avec vous. Esprit de résistance, cet esprit de résilience qui a fait que depuis 150 ans, Homo sapiens sapiens a survécu en Afrique. Exactement. Donc, professeur, nous allons passer à la partie 3. Quelques méthodes et quelques cas illustratifs voulez-vous partager avec nous? J'ai déjà commencé à partager des cas. Oui. Bien. Vous en avez d'autres ou quelles leçons apprises? Oui, les leçons, c'est un peu une synthèse de ce que je viens de dire. Ces sont politiques au sens large du terme. Elles interpellent le droit des citoyens. Elles interpellent les questions sociales, les questions d'équilibre, d'équité, les questions d'égalité. Ce sont ces questions-là qui sont posées et à partir desquelles on se réconcilie quelque part, on se reconnecte quelque part avec notre histoire. Ce n'est pas par hasard que vous voyez les gens dire... J'ai trouvé cette anecdote très intéressante. J'ai discuté avec un jeune, il me dit, laisse-nous respirer. Il a repris un peu le slogan de Black Lives Matter. Laissez-nous respirer, on ne respire pas. En fait, ce n'est pas seulement au sens réel du terme qu'il faut le prendre. Il faut le prendre au sens métaphorique. En fait, il sortait une métaphore. Exactement. L'impression d'étouffer dans les problèmes sociaux. Ils ont étouffé dans cette ignorance. Ils s'étouffent parce qu'on ne leur donne pas la parole. Ils s'étouffent parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ils s'étouffent dans les maisons exiguës. Exactement. Exactement. Alors, ce fait de dire laissez-nous respirer, c'est justement cette revendication du droit à la parole, du droit à l'expression, du droit à la participation à une histoire qui est en train de se construire. À partir de ce moment, aux jeunes le droit de respirer, c'est justement ce qui va les conduire à porter le masque si cela est nécessaire, à accepter la distanciation sociale, la distanciation physique si cela est nécessaire. Donc, si on ramène ces questions-là, elles deviennent des questions extrêmement complexes. Une épidémie, c'est d'abord la complexité. On ne peut pas attendre qu'on vienne avec un vaccin. Même si le vaccin arrive, on ne peut pas attendre que le traitement médicamenteux arrive, même s'il arrive un jour. Non. On serait les derniers servis, hein, de toute manière. On va être les derniers, sans compter toutes les questions qui vont se poser à ce niveau. Attendre. On va prendre en charge notre propre destinée. Que le discours officiel, que aide ou non, mais il y a du retard dans les réponses des institutions. Plus la situation va s'empirer. Le ministère de la Santé a intérêt lui-même, ne serait-ce qu'à courte vue, à engager, à participer, à s'impliquer dans ces ripostes communautaires. À s'impliquer. On change la manière de voir les choses. Ce n'est pas la communauté qui s'implique dans la réponse. Non. C'est l'État qui doit s'impliquer dans les réponses communautaires. À partir de ce moment, nous assurons, on crée des conditions d'une paix sociale. La paix civile, on crée les conditions de réconciliation parce que les gens en ont gros sur le cœur. On crée des conditions d'empathie, de pardon collectif à partir desquelles on va réconcilier le système de santé avec les communautés.
Donc, c'est tout sauf des mesures. Donc, les réponses communautaires deviennent ici. L'engagement communautaire devient ici la condition sine qua non pour parvenir à inverser ces tendances et à résoudre la question de Covid. Professeur, Oui. pensez-vous comme certains que nous n'avons pas encore atteint le pic de la pandémie? Ça, il faut le demander aux statisticiens. Ah, oh, Il faut le demander aux statisticiens. Je pense, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et j'aurais plutôt tendance à dire qu'on ne l'a pas atteint. Mais comme je ne travaille pas sur les données statistiques, je vais être très prudent par rapport à cela. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous regardez les statistiques, vous devez regarder les méthodes. Vous devez regarder les échantillons. Il y a tellement de questions complexes à partir desquelles vous pourrez dire qu'il y a un pic ou non. Et je ne pense pas que ces conditions méthodologiques soient réunies pour pouvoir valablement dire qu'on a atteint le pic ou non. La première fois qu'on m'a posé cette question, il y a dans une télé, j'avais répondu la même chose. Je dis que je n'en suis pas sûr. Là aussi, je vous dirais, je n'en suis pas sûr du tout. Et que je ne serais pas étonné qu'avec la vague américaine, c'est une catastrophe par rapport à... Et vous pensez que la catastrophe va laisser en Amérique? Non, 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 elle va déborder. elle va déborder, ouais. Elle va déborder. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à cela? Je n'en suis pas sûr. Comment faire face à ça? Mobiliser tout un peuple. Et comment mobiliser tout le peuple? C'est justement ce paradigme que j'ai essayé de développer tout à l'heure. Je vais rebondir sur l'actualité du jour. Polémique après la sortie du professeur Marita Ounian. On va vers de grands événements religieux. La Tamkharit, le Magal de Touba, les deux rakas, d'abord les deux rakas de Saint-Louis, le Magal de Touba, le Gamou plus tard encore. On va vers de grands événements religieux. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je ne parlerai pas de ces événements, mais je parlerai de quels actes pouvons-nous poser pour que nos populations elles-mêmes prennent conscience de la dangerosité de cette pandémie. Je crois que je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas de recette, mais ce dont je peux juste aborder une méthode que nous avons utilisée à Touba quand il y a eu le premier cas. De venir en donnant de leçons. Nous avons évité cela. Exactement. Pas de leçons. Nous sommes venus, nous avons écouté. Nous avons détecté les foyers de résistance potentiels. Et nous sommes dit, comment est-ce qu'on peut faire pour désarmer ces résistances, pour anticiper sur des violences? Et nous nous sommes rendus compte que, bien, il fallait aller voir les hiérarchies, il fallait s'asseoir par terre, écouter. Et vous savez, malheureusement, je n'ai pas amené les photos, mais il y a eu beaucoup de photos où je suis assis complètement, et complètement par terre et j'écoute. Exactement. Humilité. Alors, donc, je me suis assis et j'ai remonté la chaîne des leaders religieux jusqu'à arriver, et notre équipe est arrivée très proche des leaders de la haute hiérarchie. Parce qu'ils sont sensibles à ces questions, ils en discutent, ils consultent. Alors, vous leur apportez des éléments d'appréciation. Bien, donnez-leur les éléments d'appréciation et eux, ils prendront la décision. Exactement. Alors, quand on dit intervention des sciences sociales, c'est justement cela. Comment faire de sorte que ceux qui sont dans des situations, parce qu'en fait, des situations de ce type, puissent être outillés, puissent recevoir et apporter, et prendre les décisions elles-mêmes dans le cadre d'un mouvement. Ils sont, et autour desquels les talibés, les fidèles, etc., sont dans cette mouvance. Alors, je pense que ces dynamiques de consultation, d'échange, d'écoute réciproque, peut aboutir à la prise en main de responsabilités de la communauté elle-même par rapport aux situations de vulnérabilité dans lesquelles ils se trouvent. Mais si on donne des solutions du dehors et qu'on dicte ces solutions, ce n'est pas le cas ici, à propos de mon collègue Marito, si on dicte, ce n'est pas le cas de dicter, mais si le fait
de simplement, de ne pas procéder ainsi, d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de Covid et le Magal? Le Gamou? Covid et tel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'on discute ensemble des situations de vulnérabilité s'il y en a. Peut-être plus d'éléments qu'eux, peut-être qu'ils en ont plus que nous. À Touba, nous avons essayé de montrer à la hiérarchie religieuse, en tout cas jusqu'à un certain niveau, que c'était eux qui étaient les plus vulnérables. Et que c'était un acte de talibé de le protéger. Et le message était passé jusqu'à un certain point. Donc, mais le marabout ne peut pas dire, OK, on va prendre telle attitude et telle autre attitude, parce que moi je suis vulnérable, je veux que vous me protégez. Il ne dira jamais, je veux que vous me protégez. Parce que sa fonction est sacerdotale. Exactement. Alors, c'est cet ensemble d'éléments complexes. Nous entrons dans la complexité ici. Vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a qu'à faire ça. Exactement. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, c'est cela que les sciences sociales doivent être en mesure d'apprendre tous ces aspects. Nous avons parlé du monde politique, nous avons parlé du monde religieux, mais on va toucher le troisième volet. Que pensez-vous de la gestion médiatique? Les médias, quel rôle ont-ils accompagné et aidé à la sensibilisation de la communauté? Quel est votre avis sur leur gestion? Moi, je pense que ont-ils participé? Oui, je pense que les médias participent très fort. Hein? Les médias participent, ils donnent la parole aux gens, etc. Mais bon, si je peux déplorer quelque chose, c'est qu'encore cette recherche du sensationnel. Vous avez le propre des médias, l'événementiel. Hein? Exactement. C'est ça, ces questions profondes, complexes, ce travail de fourmi, hein, ce n'est pas évident. Et quelquefois, on n'a même pas besoin qu'il soit visible. La famille qui est à côté et qui est en train de souffrir de stigmatisation, elle n'a pas besoin que d'être médiatisée. Exactement. Alors, et vous allez, on a vu ces cas à Yumbel et dans d'autres endroits où les gens sont venus pour prendre des malades accompagnés de caméras et tous les gens sont sortis, ils ont filmé, etc. Bon, et après, on se dit qu'il y a la stigmatisation. Mais elle a été provoquée ici, elle a été créée. Elle a été sortie. Donc, si, c'est aussi poser cette question encore aux médias. L'empathie. L'empathie, oui. On en revient à ça. Sont sensibles à l'empathie, à cette valeur. Elles co-construisent avec les gens comment faire la couverture. Jusqu'à quel point elles développent des relations de naoulé, sont dans des rapports d'égalité. Exactement. Pour enclencher et co-construire les réponses. Exactement, exactement. Et professeur, mon analyse personnelle sur cette question médiatique, c'est qu'aujourd'hui, au-delà même de la stigmatisation, il y a aussi toutes ces histoires négatives. Ce matin, les gros titres ont relayé l'histoire d'une jeune fille qui aurait été violée dans un centre de quarantaine, dans un des hôtels. Donc aujourd'hui, déjà que les gens ont du mal à se signaler, que les gens ont du mal à aller faire les tests. Si aujourd'hui, quand on est mis en quarantaine, on se met en danger, ça ne va pas faciliter la gestion de cette pandémie. Oui, certainement. Alors, nous avons, je crois que cette quarantaine est vieille, ça dure depuis un certain temps, le cas de cette histoire. Mais quand on est revenu à Touba, nous avons expérimenté nous avions travaillé avec des familles qui avaient connu des cas de séropositivité. Et nous avons trouvé que nous avons d'abord analysé, compris beaucoup de problèmes sociaux qui se posaient, sociaux, psychologiques et autres, et on les a suivis. Et après, on est avec une recommandation qu'il ne fallait pas mettre les gens en quarantaine dans les hôpitaux. C'était une violence inutile et ça coûtait énormément d'argent. Et que les familles et les communautés étaient capables. Et de toute façon, ça se fait avec la prise en charge de beaucoup de maladies. Je ne parle même pas de positivité, mais de cas maladies. Le VIH, la tuberculose, etc. Mais le Sénégal a une longue expérience de prise en charge communautaire et prise en charge au niveau domiciliaire. Exactement. Non, on s'est précipité.
peut-être parce qu'on ne pensait pas que l'épidémie allait durer autant et allait coûter aussi cher. Aussi. Et le pardonner cela. Mais en fait, depuis Touba, depuis les premiers de Touba, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire non, ce n'est pas cette direction qu'il faut prendre. Et là aussi, il faut prendre l'engagement communautaire. Les communautés sont capables. Maintenant, il y a des supports techniques, il y a des appuis techniques, etc. Mais tout ça, ça peut se négocier. Il faut qu'on construise avec les familles. Parce que les familles ne peuvent pas vous dire venez à telle heure plutôt qu'à telle heure, ne venez pas avec vos véhicules, ne faites pas de bruit, ne venez pas. Mais ils sont capables d'expliquer tout cela et de sentir que vous les avez protégés. Mettez tel dispositif de lavage des mains, des trucs. Mais les familles sont capables de faire ça. Exactement. Alors, dans tel instant, vous avez tout cela. Telle personne et telle personne ne doit pas sortir. Mais les familles et l'entourage peuvent très bien s'occuper de cela. Exactement. Exactement. On n'a pas fait confiance aux familles. Exactement. Alors, on a cherché des solutions dans lesquelles ce rapport-là, parce que c'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport d'inégalité, c'est un rapport violent qu'on ne voit pas. C'est la violence du système médical. Exactement. Et on ne le voit pas, parce qu'on la normalise. Et ah oui, c'est ça, c'est normal, c'est pour soigner les gens, c'est pour leur intérêt. Non. Justement, la médecine, je suppose que la médecine de demain, celle du XXIe siècle, un des paradigmes que la médecine va convoquer, c'est justement son humanisation. La médecine doit être de plus en plus... C'est intégrer davantage l'humain, le facteur humain. Exactement. Professeur, au cours de cette soirée, nous avons retenu 3 valeurs essentielles: la confiance, l'empathie, l'égalité. Jeudi prochain, j'espère que vous serez avec nous. Nous recevrons une de vos... elle est sociologue aussi, Madame le ministre Aminata Traoré du Mali, Dr Bakary Samb et Luc Damida, qui nous parleront de la sécurité dans le Sahel avant et après Covid. C'est un débat qui va être intéressant vu ce qui se passe actuellement dans le Sahel avec la mort des touristes hier qui a été notée au Niger. Je pense que c'est un débat qui peut être très intéressant quand on le lie à la crise. Professeur, pour conclure. Bien, sinon qu'à vous remercier de cette initiative et de nous avoir offert un espace d'expression de ces idées et d'en profiter pour encourager nos étudiants et nos volontaires qui sont en train de faire des sacrifices immenses sur le terrain et qui sont en train de démontrer concret et quotidien journalier ce que ça signifie le sacerdoce, ce que ça signifie le volontariat, ce que ça signifie la rigueur dans l'accomplissement de ces travaux et ce que ça signifie l'engagement auprès de communautés pour que cette page soit rapidement tournée et que on puisse... Merci beaucoup, chers toutes et tous. On se donne rendez-vous jeudi, même heure, même place, et on parlera du Sahel. Gardez vos masques. Mohamed est mon écran. Merci à Mohamed qui était au service technique, Mahadi sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, c'est avec l'accompagnement de la Fondation Heinrich Böll et les associations LEAD et LEAD Sénégal, Legs Africa et JIDER vous remercie d'être là tous les jeudis pour nous suivre. Et je vous prie de bien vouloir. Mohamed, mon écran. Ne sortez pas sans masque. Et tu vas pas. Allez, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos familles. À jeudi, Inch'Allah. Merci beaucoup encore. Au revoir, merci. Merci. Really, really got it now.